Dans la communauté des maladies rares, on peut compter sur deux grands ambassadeurs au niveau de l'Assemblée nationale, que sont Philippe Berta et Jean-Louis Touraine. Ça me fait grand plaisir de les accueillir. Philippe, je vous passe la parole tout de suite. Avec plaisir. Je sais que vous avez une surprise ensuite pour quelqu'un qui est dans la salle. On en parlera tout à l'heure, mais je vous laisse... Bien, merci beaucoup. Et je voudrais juste d'abord témoigner le plaisir d'être parmi vous, chers amis. Alors, j'ai entendu plein de choses qui auraient pu peut-être éventuellement atténuer mon propos, mais j'avais décidé de faire un propos un peu incisif. Je vais maintenir un propos incisif. Tant pis, on y va. Bon, il y a des moments fédérateurs pour notre communauté des maladies rares, des moments dans lesquels les associations, chercheurs, professionnels de santé et industriels se retrouvent et partagent des moments qui rythment le temps de leur symbolique et permettent de tirer bilan des progrès accomplis. Les rencontres rares sont de cela, pour la 6e fois maintenant. Je me souviens de la naissance de ce rendez-vous, quelques années en arrière, à l'initiative du pôle de compétitivité Eurobiomed à Montpellier. Je me réjouis de le voir perdurer, s'amplifier, car oui, nous avons besoin de ces précieux moments d'échange. Et puisque nous sommes tous réunis, puisque nous sommes entre nous, je vais aller droit au but, car j'aimerais vous demander une chose, pratiquement ce que je pourrais appeler de la part de vous tous, une faveur. C'est juste de m'aider à vous aider. Vous faites tous un travail remarquable. Les familles qui accompagnent un enfant, un proche, dans des parcours longs et difficiles qu'imposent souvent les maladies rares. Rappelons-le, 5 ans d'errance diagnostique en moyenne, 5 ans à se battre avant même de pouvoir poser un nom sur une pathologie. Et là, le chemin ne fait malheureusement que commencer. Les associations qui aident les malades et leurs familles les soutiennent, les aiguillent, les entourent d'un indispensable et précieux réseau de solidarité. Les chercheurs qui, par la qualité de leurs recherches, nous permettent de connaître une véritable révolution thérapeutique que nous aurions à peine pu imaginer au moment du lancement des premières rencontres rares. Les industriels qui développent et mettent sur le marché des thérapies innovantes. Les filières, centres de référence et de compétences qui offrent une solide structure, un extraordinaire maillage de notre territoire. Vous faites donc tous un travail remarquable et pourtant, celui-ci reste invisible aux yeux du plus grand nombre et de beaucoup de décideurs. On aurait pu croire que 3 millions de malades, dont 75% d'enfants, qu'une communauté investie et dynamique, qu'une éclosion d'innovations thérapeutiques suffirait à sensibiliser les élus et à encourager un cadre législatif et réglementaire favorable à l'accès à des outils de diagnostic et de soins pour ceux qui en ont besoin. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Je reste aujourd'hui vigilant autour de la mise en œuvre du 3e plan national maladies rares. Celui-ci comporte, tel qu'il nous a été annoncé en juillet 2018, eh bien, ce qu'on pouvait en attendre. Son sous-titre en résume bien l'ambition. Partager l'innovation, un diagnostic et un traitement pour chacun. Et ces 11 axes recouvrent parfaitement l'ensemble des enjeux auxquels nous avons à faire face. Le gouvernement a affecté à sa mise en œuvre une équipe dédiée, engagée, que j'ai pu auditionner au printemps dernier dans le cadre du groupe d'études maladies rares de l'Assemblée que je préside et dont je tiens ici à saluer le travail. Malgré tout cela, malgré tous ces éléments qui auraient dû nous permettre d'avancer et de progresser pour nos 3 millions de patients, les nouvelles sur le front législatif depuis cette rentrée de septembre, et je suis sûr que Jean-Louis, ici présent, ne me contredira pas, restent préoccupantes. Il y a tout d'abord le projet de la loi de bioéthique. Rappelons-nous les objectifs du PNMR 3 pour ce texte. Je cite, axe 2, faire évoluer le dépistage néonatal et des diagnostics prénatal et préimplantatoires pour permettre des diagnostics plus précoces. Objectif, aborder dans le cadre de la révision de la loi bioéthique les questions éthiques et réglementaires posées par le DPN, le DPI et la réalisation de dépistage postnataux en population générale. Or, que s'est-il passé ? Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale comportait bien en son titre 5 des dispositions plutôt relatives au diagnostic prénatal. En revanche, rien, absolument rien sur le diagnostic préimplantatoire, ni sur les dépistages néonataux. Fort des objectifs du 3e plan national maladies rares, que je pensais partagés par le gouvernement, en plus de l'être par notre communauté, j'ai proposé 2 amendements. Le premier, comme on a d'ailleurs parlé, Madame la Ministre, visait à étendre les possibilités de dépistage néonatal et à permettre de les réaliser avec des techniques génétiques et non seulement biochimiques, lorsque cela est pertinent. Rappelons que la France, et ça a été dit largement un instant sur cette estrade, la France ne dépiste toujours aujourd'hui que 5 pathologies à la naissance, accusant un retard plus que conséquent sur les autres pays, pour exemple européens. Je vais quand même me permettre ici de citer l'exemple australien, puisqu'il m'a été relaté
À des fins personnelles, l'Australie désormais va permettre, sur un centre unique basé à Melbourne, un exome sur 1000 gènes en moins de 72 heures chrono, ou que le prélèvement de sang sur le bébé ait été effectué au sein de leur continent. Je ferme cette parenthèse, on aura le plaisir de cette lecture scientifique dans les semaines à venir. Rappelons que la France interdit toujours donc le dépistage génétique, se contentant par exemple d'un simple test à la sueur pour la mucoviscidose. L'enjeu n'est pas mince, je suis quand même heureux d'entendre que manifestement la HAS s'en est emparée et va essayer de faire évoluer les choses plus rapidement que je ne le pensais. Mon second amendement visait à étendre le diagnostic préimplantatoire à la numération des chromosomes non sexuels, donc recherche d'aneuploïdie, pour les quelques 300 femmes par an qui réalisent un parcours fécondation in vitro associé à un diagnostic préimplantatoire, à un DPI. C'est une vision très soft, très light de l'extension des possibilités de DPI que j'ai choisi de défendre devant les réticences soulevées par le diagnostic et la génétique dans l'hémicycle. Une version qui vise principalement à limiter le nombre de fausses couches pour des femmes réalisant déjà un parcours du combattant dans leur projet procréatif. Le bilan des courses, ce sont 2 amendements rejetés, après des échanges très âpres pour ceux qui les ont suivis, voire violents, outranciers en commission et dans l'hémicycle, après des discours ineptes allant jusqu'à des accusations d'eugénisme, et c'est peu important, mais en particulier à mon endroit. Je suis ressorti de cette séquence profondément ébranlé, tant par la violence des propos que par la méconnaissance au sein de l'Assemblée nationale des enjeux dont dépendent des vies de 3 millions de porteurs de maladies rares et des apports des progrès scientifiques. J'essaie donc de comprendre ce qui a pu se passer. Comment peut-on en arriver là, au XXIe siècle, dans notre pays ? Peu nombreux sont les députés à avoir un bagage scientifique. Peu nombreux sont les députés à avoir rencontré dans leur circonscription des familles et des associations de patients maladies rares. Peu nombreux sont les députés à participer aux groupes d'études ou aux conférences sur le sujet. Peu nombreux sont les députés à être sensibilisés. En revanche, chacun d'entre nous a pu recevoir devant cette séquence des centaines et des centaines de cartes postales, lettres, mails, interpellations souvent virulentes sur les réseaux sociaux, demandes de rendez-vous dans les circonscriptions, de pseudo-fondations qui s'opposent au progrès scientifique et qui créent à l'eugénisme et à la dénaturation de l'espèce humaine dès qu'il est question de diagnostic. On peut comprendre dans ces circonstances le conservatisme des votes et l'occasion que nous avons manquée. J'en suis venu à la conviction que pour sensibiliser, pour convaincre, pour expliquer les enjeux, la bataille ne se déroulait pas non seulement au niveau du Palais Bourbon, mais aussi sur les territoires et via les moyens de communication. Que la bataille n'était pas une bataille d'experts ou de parlementaires, mais d'incarnation et de vulgarisation. Les députés, et c'est bien normal, ne peuvent pas être experts dans tous les domaines dans leur activité parisienne de législateur. En revanche, j'ai pu le tester, ils prêtent une oreille très attentive aux problématiques qui leur sont exposées dans leur circonscription ou dans leur bureau parisien. Aidez-moi à vous aider, car en tant que parlementaire, en tant que scientifique, en tant que membre également d'un groupe politique, je ne suis pas le mieux placé pour convaincre sur l'ensemble des bancs. Je ne peux pas convaincre tout seul face aux oppositions mobilisées par certaines fondations. J'ai besoin de vous, parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous pouvons faire avancer et évoluer la législation suffisamment vite. Car c'est en sollicitant les députés en circonscription, en donnant des visages, comme on vient de le voir ici, au concept de maladies rares, en expliquant le chemin des familles, en montrant les découvertes dans les laboratoires, en faisant visiter les entreprises, que nous pourrons ouvrir peu à peu la représentation nationale à la connaissance de nos réalités. Je salue ici, bien sûr, le travail en particulier fait par l'AFM depuis bien longtemps dans ce domaine. Le texte bioéthique passe maintenant au Sénat. Je prendrai des contacts avec les sénateurs en charge, mais la mobilisation de tous reste parfaitement indispensable. Ceci d'autant plus que la bioéthique n'a pas été le seul point d'alarme de cet automne. Le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, contient des dispositions visant à restreindre le champ des ATU, notamment pour les nouvelles indications. Les ATU sont un dispositif d'accès précoce à un médicament, la ministre en a parlé, pour les patients souffrant d'une affection grave dans laquelle n'existe aucune alternative thérapeutique. Et l'on sait que pour plusieurs maladies rares, des repositionnements de molécules sont actuellement à l'étude. Les exclure des possibilités d'ATU est une perte de chance pour nos patients. Là aussi, le PLFSS prend actuellement son chemin pour le Sénat. Reste un sujet bel et bien encore sur la table de l'Assemblée nationale. C'est le financement des centres de référence maladies rares. Nous le savons que trop bien, et j'ai pu rencontrer un certain nombre d'entre vous à ce sujet, les centres de référence maladies rares ont des financements dédiés qu'ils ne parviennent pas souvent, pas toujours, à percevoir, ces fonds étant captés par les hôpitaux ayant en charge leur redistribution. Dans le cadre du PLF Santé, j'ai fait une demande de rapport sur ce financement, afin que nous puissions enfin avoir une vision claire de la situation et la résoudre.
Cet amendement a été discuté en commission affaires sociales la semaine dernière. Il a reçu un avis favorable du rapporteur, ce qui en général débouche sur une adoption. Mais là, coup de théâtre, un député de surcroît, médecin généraliste, s'est arrogé le rôle de rapporteur, qu'il n'avait pas, pour faire capoter cette possibilité d'examen des difficultés de financement des centres de référence. Mais pourquoi donc est-il si dérangé par l'idée de faire la lumière sur les difficultés avérées sur un détournement finalement de financement public? C'est assez incompréhensible. J'ai redéposé cet amendement soutenu par l'ensemble des députés de mon groupe, et j'en suis à la fois très fier et très heureux car c'est un solide allié sur l'ensemble de mes combats, pour la discussion de l'hémicycle. Elle aura lieu jeudi. Il nous reste donc 24 heures. Voilà un beau challenge. Il nous reste donc 24 heures pour montrer l'indispensable travail des centres de référence, 24 heures pour prouver les difficultés de financement, 24 heures pour convaincre les députés de s'emparer de ce sujet, 24 heures pour démontrer qu'il n'est pas normal que les financements maladies rares se fassent spolier en toute impunité, 24 heures pour obtenir un vote favorable. Je ferai ma part, vous pouvez compter sur moi, mais je compte aussi sur vous pour convaincre vos députés, pour leur montrer ce qu'on est, et pour, bien sûr, finalement, m'aider à vous aider. Je vous remercie. Bonjour et merci tout d'abord à Jean-Louis Mandel et à tous les organisateurs de cette magnifique réunion. Je fais mien les propos que vient de tenir Philippe Berta et ça me permettra d'être relativement bref et de ne pas répéter ce qu'il a déjà indiqué. Vous le savez mieux que moi, les maladies rares, tout ajouté, sont fréquentes. Et outre le fait qu'elles sont fréquentes et donc qu'elles nécessitent tous nos soins et tout notre intérêt, de plus, elles représentent des expériences de la nature qui nous permettent d'apprendre des informations nouvelles s'appliquant à de très nombreuses autres pathologies. Le progrès a été considérable au fil des toutes dernières décennies, mais il est encore plus important celui qui est devant nous pour pouvoir vaincre complètement la totalité des maladies rares. L'acceptation sociale de ces efforts est bonne. Acceptation s'agissant du diagnostic, du traitement, de la prise en charge. Il reste cependant quelques obstacles à surmonter qui peuvent être entendus dans la population, voire même, comme l'a dit Philippe Berta, à l'Assemblée nationale. Quelques-uns craignent que l'on s'écarte par trop de la nature. D'autres expriment une méfiance devant le progrès, devant tous les progrès, s'inquiètent et ont la nostalgie d'un temps antérieur où le progrès ne survenait pas aussi rapidement. Enfin, beaucoup, trop, évoquent à tort le spectre de l'eugénisme. Cet eugénisme, dont le mot est utilisé à tort et à travers, et qui bien souvent ne s'applique pas du tout dans les avancées qui sont proposées, mais qui est utilisé comme un moyen pour bloquer toute progression. Je conseille à cela de relire « L'homme, c'est inconnu », écrit par Alexis Carrel, ce médecin qui, en même temps, était un chercheur de qualité, ayant reçu le prix Nobel, en même temps était habilité pour aller authentifier les miracles à Lourdes, mais en même temps n'avait que si peu de considération pour les personnes fragiles et vulnérables qu'il écrivait dans « L'homme, c'est inconnu » qu'il fallait se débarrasser par euthanasie de toutes les personnes représentant une charge pour la société et qu'il avait lui-même organisé, à l'époque de la dernière guerre mondiale, la mort par affamement des malades mentaux dans les asiles de notre pays. Voilà ce qu'est l'eugénisme d'État. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les progrès que nous espérons tous ensemble apporter aux malades, aux enfants atteints de maladies génétiques? Bien sûr, non. Et donc, il est important de rectifier et de sortir de ces confusions. Confusion entre eugénisme et examen génétique. Quel point commun entre les deux? Confusion qui fait dire à certains que si l'on progresse trop dans ces domaines-là, et que l'on évite de naître à des malades ayant de telles maladies génétiques, alors il y aura une atteinte, il n'y aura plus de considération,
il n'y aura plus d'attention pour ceux des malades qui aujourd'hui sont en situation de handicap du fait de ces maladies génétiques? La réponse est évidemment opposée. Au contraire, dans tous les pays où un contrôle a été mieux organisé, ces malades sont mieux pris en charge. Et j'en veux pour preuve, en complément de ce qu'a dit Philippe Berta, que par exemple, s'agissant de la mucoviscidose, si un peu moins d'enfants naissaient avec mucoviscidose, alors peut-être qu'on ne serait pas comme aujourd'hui réduit à n'offrir pour s'occuper d'eux dans les centres spécialisés que 41% du personnel qui correspond aux standards européens. 30% seulement des kinésithérapeutes qui devraient s'occuper de ces malades sont actuellement disponibles et peuvent s'occuper de ces malades. On voit bien que le soin apporté à ces malades est loin d'être optimal et qu'il y a des progrès à réaliser et que ces progrès ne sont pas entravés, au contraire, par tout ce qui peut être fait pour organiser l'avenir. Alors, pour reprendre en quelques mots la situation actuelle, il faut bien sûr que les tests génétiques ne soient plus dans notre pays considérés comme des objets dangereux. Bien sûr qu'un encadrement est souhaitable, bien sûr qu'il faut qu'une information soit délivrée à toute personne recourant à ces tests, bien sûr que des médecins et des conseillers en génétique doivent être plus nombreux pour accompagner ces résultats, mais interdire les tests et en définitive pousser des centaines de milliers de Français à faire ces tests à l'étranger, est-ce que c'est raisonnable? Vaudrait-il pas mieux les faire décemment dans notre pays et les encadrer d'une façon opportune? De la même façon, pour le diagnostic néonatal, se limiter à 5 maladies quand la plupart des pays développés en sont à 20 ou davantage. Et on voit bien le résultat, et plusieurs exposés magnifiques tout à l'heure ont bien démontré la catastrophe qu'il y a à des diagnostics trop tardifs, alors que ces tests génétiques permettraient, ces diagnostics néonataux permettraient de développer des conditions de prise en charge des patients avant même que les symptômes arrivent. Le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire, qui n'aboutit d'ailleurs pas forcément, lorsque le diagnostic est positif, à des interruptions thérapeutique de grossesse. C'est aussi l'occasion de réaliser des traitements in utero tels que nous les avons faits depuis 1988 par exemple des greffes de cellules souches in utero pour des déficits immunitaires ou des maladies de l'hémoglobine chez des enfants, chez des fœtus porteurs de ces maladies avec des résultats tout à fait positifs. Et donc on voit bien qu'il y a là des nécessités thérapeutiques basées sur des diagnostics précoces. Le DPNI, je n'y reviens pas, mais il a été très bien indiqué qu'il existe des problèmes éthiques, mais qui sont tous susceptibles d'être abordés et dans un encadrement raisonnable de ne pas soulever de questions difficiles. Le diagnostic préconceptionnel, le dépistage préconceptionnel, toujours inexistant dans notre pays, qui pourtant permettrait, et a permis dans plusieurs pays du monde, de prévenir des situations extrêmement difficiles et des souffrances incroyables. La thérapie génique somatique, heureusement, bien développée, et notre pays est leader parmi d'autres dans ce point, et il faut bien entendu aller encore plus loin. La thérapie génique germinale, nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour maintenir le moratoire qui existe, car quel que soit le procédé utilisé, qu'il s'agisse de CRISPR-Cas9 ou d'autres produits, dans tous les cas, on ne sait pas maîtriser la totalité des effets secondaires. Or, ceux-ci se développeraient d'une façon définitive sur les générations à venir. Donc là, oui, en l'occurrence, on pourrait frôler l'eugénisme et développer des actions dangereuses. Donc il n'est pas question de l'aborder chez l'homme pour l'instant, mais il faut y travailler de façon expérimentale, parce qu'un jour viendra où, naturellement, la disparition de certaines maladies génétiques se posera dans l'espèce humaine, comme s'est posée la disparition de la variole et de la polio. En conclusion, pour respecter mon engagement d'être bref, je dirais qu'il est important que nous puissions raisonnablement progresser. Il est important que nous disions partout,
dans la population et que nous soyons chacun les ambassadeurs de ces messages qu'il ne faut pas confondre eugénisme et prévention de souffrances inutiles. Ce sont deux choses différentes. Qu'il ne faut pas confondre une prudence souhaitable avec un encadrement, mais il ne faut pas le confondre avec une frilosité excessive, inhibitrice, empêchant d'avancer. Donc ensemble, je crois que nous pouvons progresser, convaincre autour de nous, franchir les étapes qui restent et permettre à la France de maintenir sa place de leader dans ces domaines et non pas d'être relégué dans un rôle de pays moyen, observant ce qui se passe ailleurs, incitant parfois, tristement, certains malades français un peu fortunés à aller se faire soigner à l'étranger, alors même que toute la compétence, toutes les techniques, toutes les capacités médicales et scientifiques existent dans notre pays. Il suffit que l'autorisation de l'utiliser soit donnée et soyez certains que plusieurs parmi nous sommes à vos côtés pour que ces autorisations soient prochainement accordées. Merci. Merci beaucoup pour ces messages très forts. Je crois que vous avez vraiment touché tout le monde dans la salle. Vous aurez beaucoup de supporters, je pense. Maintenant, mettre en place pour demain un certain nombre d'actions, ça ne va pas être tout à fait simple, mais après tout, les miracles sont quelque chose qui peuvent arriver de temps en temps. Alors, je voudrais appeler tout de suite deux personnes sur le plateau. Je voudrais appeler Nathalie Tréclin-Conseil et je voudrais appeler Ségolène Aimé, parce qu'on est maintenant à un moment chaleureux et agréable entre tous, c'est celui de la remise des prix. Eh oui, cher Olivier. Ah, j'ai un peu de temps du coup. T'as un peu de temps. Mais pas trop parce qu'ils ont faim. Oui. Et Ségolène Aimé qui est là-bas. Ah, pardon, je suis absolument désolé, j'ai oublié Gilles Roche. Gilles, passez sur le... Parce que vous saviez que la surprise était là, mais si je ne vous fais pas monter sur l'estrade... Et c'est Gilles Bertha qui va vous remettre... Philippe Bertha qui va vous remettre... Oui, oui, pas forcément. Oui, comme tu veux. Donc je commence, Olivier. Mais tu peux. Oui, je peux. Vas-y. Donc j'ai une grande mission et j'en suis très honorée en tant que présidente de l'Alliance Maladie-Rare, bien évidemment. Je suis chargée par le comité d'organisation de Rare 2019 et plus largement aussi par les malades et les familles, de te remettre, ou de vous remettre, Ségolène Aimé, ce Rare 2019, qui est décerné aux personnalités qui ont participé à l'évolution des rencontres rares, qui ont participé aussi au partage de connaissances à la communauté Maladie Rare. On en est trop fiers. Donc déjà, je te remets ce Rare. Anne-Sophie, c'était pas le bon. Hein. Bon, Anne-Sophie a faim aussi. Voilà. Donc, je pense que tout le monde te connaît. Alors, je me suis demandé, est-ce que je fais tout le CV de Ségolène ou pas? Je me suis dit non. Déjà, le comité d'organisation, je pense, ne me permettrait pas de prendre 2 heures pour faire ton CV. Par contre, je voudrais témoigner de 2017, la dernière édition, la 5e édition de Rare, où nous avons eu, entre guillemets, une mission qui a duré assez courte, 9 mois, pour changer de concept de Rare et pour organiser la 5e rencontre de Rare. Donc j'ai eu la chance de coprésider à tes côtés et aussi je tiens à saluer, je crois qu'il est dans la salle, Antoine Ferry, qui était le 3e président pour les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises du médicament. Et ça a été un réel bonheur de travailler à tes côtés, avec une bienveillance, avec voilà, une énergie, et on est arrivé à
un rare 2017 qui était très bien dans ces lieux. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et tu t'en rappelles? Et voilà, cette année, c'est la suite. Et on voit que nous avons gagné ce pari de changement de concept. Et je voulais t'en remercier au nom de tout le monde pour ton engagement sans faille auprès des malades, des familles et ton engagement aussi pour les maladies rares. Merci beaucoup, Ségolène. Monsieur Bertha. Donc, si j'ai bien compris, c'est à moi d'officier. Ah, Gilles Roche. Donc, Gilles, moi, je le découvre en 2004. Je le découvre en 2004. Ça fait partie de ce qu'on appelle les anciens de l'industrie pharmaceutique, mais qui ont bien décidé de ne rester anciens de rien du tout, et surtout de rester toujours dans l'innovation et dans la nouveauté. Donc, je découvre Gilles en 2004 à la création du pôle de compétitivité Eurobiomed, puisque nous faisions partie. Nous sommes les ancêtres de ce pôle, oui, puisque nous faisons partie de l'équipe de départ au sein du bureau de cette association. Et Gilles, immédiatement, parce que je crois qu'on lui doit tous quelque chose, en tout cas on lui doit certainement probablement d'être ici, c'est à mes yeux assez certain, puisqu'il tape sur la table en disant écoutez, moi je vais finalement, dans le cadre de ce pôle, ne prendre qu'une seule thématique. C'est la thématique des maladies rares, à laquelle je crois. Et donc, je propose au pôle de compétitivité de mettre en place un événementiel autour des maladies rares. Alors, on s'est tous regardés en disant, le gars est un peu gonflé parce que, bon, déjà, on est un tout petit pôle, on n'a pas beaucoup de budget. Hein, on a eu des moments difficiles quand même, hein, des sueurs froides. Alors, on lui a tout de suite donné une accompagnatrice, je m'en souviens très bien, Caroline Morel, qui t'a accompagné, un chargé d'affaires, donc de façon permanente au sein du pôle et qui a accompagné Gilles dans ce travail. Et bien, c'était juste la moindre des choses aujourd'hui, effectivement, de lui rendre cet honneur, parce qu'on lui doit de se rencontrer aujourd'hui, on le doit, je crois, ces 6 formidables événements, et bien sûr, tous ceux à venir. Alors Gilles, bien sûr, est toujours en activité, j'ai quand même un petit peu fouillé, mais je ne vais pas tout relater, mais je sais que Gilles continue déjà, bien sûr, dans d'autres sphères caritatives, puisqu'il est président de la Fondation de la recherche médicale de mémoire en Languedoc-Roussillon. Et puis Gilles sait que dans un spectre de pathologie, en tout cas de recherche, on part du fondamental jusqu'effectivement aux produits, aux médicaments, mais qu'il faut donc bien sûr aider la recherche. Ça, c'est sa vocation FRM. Mais il sait aussi être présent dans la pédagogie. J'ai pu le tester puisque je l'ai, entre guillemets, employé plusieurs fois auprès des étudiants de mon master. Et il est aussi très acteur et toujours très très actif sur cette fois-ci la création d'entreprises et l'accompagnement des jeunes créateurs, puisque si ma mémoire est bonne, il doit toujours l'être, il est même président d'un fonds d'investissement, d'un fonds de business angel sur la région sud, qui doit s'appeler Méliès, si mes informations sont... Méliès Business Angel. Donc vous voyez, il couvre tout le spectre, et vraiment c'était pour moi un grand plaisir d'avoir à commettre cette action, qui est celui déjà de te remettre ton trophée. Il est aussi pédiatre et aussi grand voyageur, parce que ce soit dans ses activités professionnelles ou dans ses activités plus d'ordre privatif, je crois qu'il aura parcouru le monde entier. Gilles, bravo à toi, merci, et je suis très heureux d'être à tes côtés aujourd'hui. Eh bien, on arrive à la fin de cette matinée. Vraiment, merci pour tous ces moments qu'on a pu passer ensemble. On va se retrouver, on a une petite heure pour déjeuner. On se retrouve à 14h15 ici dans la salle, pile poil, pour faire en sorte que, ça c'était un code qu'on s'était donné avec Anne-Sophie, il fallait que je le sorte. Est-ce que tu peux juste dire qu'il y a des buffets en bas et en haut? Alors, il y a plusieurs choses à vous signaler. D'abord, il faut continuer à suivre le village d'exposition, il faut regarder les stands, il faut discuter. Il y a 2 buffets, un en bas, un en haut, donc répartissez-vous. Faites du networking, c'est extrêmement important. Il y a l'Agora pour ça. Et on se retrouve donc tous à 14h15 ici dans la même salle.